Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. C'est ça. Oui, Rotas. Et oui, le carré Sator. Le carré Sator, une phrase de 25 lettres que tu peux placer dans un carré 5x5 et tu peux le lire dans tous les sens. Peut-être que la diagonale est plus difficile, mais sinon, ça va. Oui. Disons que c'est l'apothéose des mots fléchés. Ah oui. C'est du latin, alors si tu te demandes ce que ça veut dire, je crois qu'il y a plusieurs Bah oui, versions. allons-y. Qu'est-ce que ça Bon, veut dire on n'en est pas sûr. Il y a Ouais. des historiens qui ont disparu de la Ah oui, circulation quand même. pour s'être frottés un peu trop à ce mystère. Effectivement. Sator, ça veut dire le laboureur. Arepo, ça n'existe pas, enfin, ça veut dire charrue en gaulois. Tenet, il tient. Ouais. Opéra, l'œuvre. Ah. Et rotas, la roue. La roue. Eh oui, Donc le cycle. en soi, ce serait quelque chose du genre. Alors après, tu as la version chrétienne où là, le laboureur, c'est carrément le créateur. Ouais. On en trouve des traces à Pompéi même. Hein. C'est vrai. Et, Oui, et oui, dis-toi que la lecture chrétienne va encore plus loin. Tu prends toutes les lettres de ce carré Sator, Oui. tu en enlèves 2 A et 2 O, et tu peux avoir 2 fois paternoster en croix. D'accord. Ah bah dis donc, avec ça. Et donc bien sûr, ça a été la source d'inspiration, on imagine, du moins, de Christopher Nolan pour son 11e film. 11e palindrome. Eh oui. Alors pour la petite histoire, depuis le début du confinement, c'est le 22e film que j'ai vu. Ah. Justement, il y a un laboureur ultime Ouais. qui a parlé. Et c'est vrai que bon, on l'attendait énormément, ce film, qui bon, est un peu autoproclamé avant l'heure comme le Messie, pour les cinémas en tout cas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Qu'est-ce que je te dis? Et oui, c'est écrit, hein, donc on n'invente rien. Et donc le grand concept, parce que bon, Christopher Nolan, on sait que lui, Il sa aime grande ça. passion, C'est le c'est... temps. Voilà. Et là, le temps, comment il s'en sert? En musique, non, mais moi, rêvons-là. Attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que t'as dit? Rêvons-là. Pardon? Rêvons-là. À salon de verre. Ah oui, mince. Ah, d'accord, Ah, voilà. oui, voilà, Oui, oui. oui. J'avais C'est pas, je me disais, mais attends, il parle dans quel... Ouais, qu'est-ce non, qui- c'est ça. D'accord, bon, oui. Voilà, donc en fait, il y a deux sens de lecture dans le film, on peut dire, des personnages et des objets en fait qui vont à l'endroit, comme tout le monde, hein, on a envie de dire, et d'autres qui sont inversés. Mais s'il reste au même endroit tout en allant à l'envers, ça, à mon avis, là, on a affaire à un premier paradoxe. C'est ça. Voilà, il y a une technologie qui permet de faire passer certains objets en arrière, et donc tout le film, ce sera une confrontation entre 2 flèches temporelles. D'ailleurs, comme le disait le grand Sar Rabindranath Duval, Oula. Et son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Il est génial, il est absolument génial. petit clin d'œil à Pierre Dac et Francis Blanche, Tout à fait. qui a joué le roi de cœur dans une version d'Alice au Pays des Merveilles de 1970. Au passage. Ce qui nous intéresse absolument pas dans le cas précis, Non. ce serait dû à une radiation, parce qu'on a aussi Oui. une grande affaire de plutonium, Tout à fait. de radioactivité. Tiens, Ouais. Avis à vif 47. Oui, tout à fait. Précisons d'ailleurs en parlant d'Avis à vif qu'on a déjà fait un Avis à vif sur Christopher Nolan. Absolument. Le numéro 16, ouais, voilà. sur Dunkerque. Sur le Dunkerque. précédent. Eh oui. 16, alors ce n'est pas le carré de Sator, c'est juste le carré de 4. Et c'est notre émission, La vie ne tient qu'un film numéro 4. Ah oui, non, mais à un moment donné, il y a un alignement aussi là. Hein. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, C'est Rotas. ça. Je ne le répéterai jamais assez. Non, jamais. Et donc voilà, on est dans un monde un peu d'espionnage, hein, on va dire, Oui. où on va suivre en fait un personnage anonyme, hein, parce que, en tout cas, ça fait appeler le protagoniste. Le hasard fait tellement bien les choses que le protagoniste, c'est le protagoniste. Voilà, tant qu'à faire. C'est hein, le héros. Ils ont réussi à concorder ça. Il manquerait plus que ce soit le nom d'un figurant. Non, là pour le coup, il a vraiment le rôle central. Mais c'est un personnage qui finalement nous est très, très opaque. Il est opaque, mais pas que. Mais pas que. Pas mal. C'est limite à palindrome. C'est presque ça. Et bon, on suit ce personnage-là qui va être amené à approcher un oligarque russe, pas très recommandable, hein, qui s'appelle Sator. Eh oui, Andrei Sator. Ouais. Ah non, il y a une erreur. Il n'y a pas de Andrei dans le carré Sator. Ah oui, il n'y a pas d'Andrei, ouais. Ouais, c'est Deuxième faille. vrai. La deuxième faille, bon. Sator, comme on a dit tout à l'heure, le laboureur, le créateur, le père. Oui. Ça veut aussi dire le père. Or, fait. on a tout à fait affaire à un personnage qui veut être l'auteur, le créateur Oui. de quelque chose d'assez dantesque Ouais, et qui est également, à ses heures perdues, et aux autres aussi, un père. tout à fait, c'est vrai. Et donc oui, ça a tout à fait son sens. Alors le héros va finalement se rapprocher de son épouse pour atteindre Sator. Et l'épouse, dont on apprend qu'elle est un peu maltraitée par son mari. Et le but de la femme,
c'est de retrouver son enfant que son mari lui a un peu volé. Hein. Donc venons-en aux détails parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Voilà, tout Alors, commence avec un opéra. Dans un opéra. Et donc on a déjà une scène qui nous met tout de suite dans l'action mais aussi un peu dans la confusion parce que... Le gros problème de ce film, c'est la complaisance dans la complexification, je C'est ça. trouve, C'est-à-dire qui se ressent notamment par le fait que les informations, elles ne sont pas répétées. Ouais. Christopher Nolan nous avait déjà fait le Voilà, coup. il nous a déjà un peu préparé à ce genre d'approche. Voilà, même où en si- fait, on dit tout une fois, vous ratez une virgule, tant pis pour vous, vous êtes renvoyé. Oui, c'était clairement un peu le parti pris d'Inception. Hein. Comment présenter son concept au spectateur, mais qui arrivait vraiment à le, entre guillemets, à le vulgariser, c'est-à-dire à le rendre accessible. Parce Voilà. que là, on est quand même toujours un peu à distance. Surtout qu'en plus, contrairement à Inception, on a même affaire à un sujet qui, à mon sens, nous projette plus facilement dans la confusion. Les paradoxes sont beaucoup plus simples à trouver quand on parle de temps que quand on parle de rêve. Ah oui, oui, Il était suffisamment complexe, le sujet comme ça, pour qu'il en rajoutât. c'est vrai. Donc voilà, il y a Mention une... spéciale pour le subjonctif imparfait. Tout à fait. Voilà, donc comme tu dis, bon, il se complaît un peu là-dedans. Après, on parlait des personnages qui sont très peu identifiés et dont on sait très peu de choses. Et en fin de compte, c'est cohérent dans une certaine mesure avec ce qu'il essaie de faire. On pourrait presque y voir une espèce de quête de soi de la part du protagoniste. Il est censé découvrir en même temps que le spectateur. On est en Oui. son point de vue, limite. Donc lui, il ne peut pas vraiment nous donner les informations. Lui, il les subit, il Oui, les subit, enregistre. mais quand il est face à une énigme, Oui. il ne cherche pas assez à savoir les tenants aboutissants. Et limite, il a presque l'air de passer à autre chose. Ouais, il y a une c'est vrai. façon de faire comme s'il avait compris sans avoir compris. Il y a une façon pour les personnages de répondre à côté des questions qu'on leur pose. Et celui qui a posé la question, ça l'embête pas. Hein. Son Oui, interlocuteur ouais. ne lui a absolument pas répondu, Ouais. mais bon, ça va. On laisse couler, ton avis en quoi on en est. Ouais, voilà. C'est-à-dire que pour nous, c'est compliqué. Après, je trouve ça encore une fois un peu cohérent, mais ça a ses limites vraiment. Hein, mais un peu cohérent dans ce monde-là de l'espionnage où tout n'est que simulation, feinte, fausse piste. Et Oui, en fait, oui, oui, tout, oui, mais- tout sert finalement à embrouiller. Et encore, alors ça peut être c'est un peu facile, hein, voilà, mais en même temps, ça va dans le décor. Au niveau de l'identification du personnage, si elle n'est pas si facile que ça, en fait, elle est en tout cas immédiate dans le sens où, comme le spectateur, il ne comprend pas les choses. Donc en fait, on est dans un point de vue qui colle parfaitement au nôtre. Il essaie aussi, en tant qu'agent double, en tant qu'espion, de maintenir en façade une sorte de maîtrise, comme ça, qui est tout à fait illusoire au fond. Hein, voilà. Cet embrouillage nous empêche quand même aussi de pleinement savourer déjà la complexité naturelle du concept, Ouais, des bien deux sûr. lignes temporelles. C'est d'ailleurs tellement compliqué qu'on ne peut même pas, je trouve, nous spectateurs, prévoir ce qui va se passer dans telle ou telle situation. Non, c'est sûr. Et ça aide quand même à une identification ou même à un jeu entre réalisateur et spectateur, en fait, auteur et spectateur, de quelque part se dire, tiens, ce serait bien que le personnage fasse ça. Disons que c'est absconce pour être absconce. Et ça nous empêche d'apprécier de vraiment savourer l'enjeu du film, parce que les enjeux des personnages nous échappent. Alors, Pourquoi, ouais. pourquoi machin fait ci, Oui. pourquoi machin s'associe avec truc. Le seul objectif qui pour moi était clair, c'était celui de la mer, celui de Catherine, Katrina, Catacrèse, Catastrophe, je sais pas comment ça c'est s'appelle. la seule en fait qui n'est pas mêlée à cette histoire donc, hein, de temps inversé, qui n'est pas au courant de cette technologie-là. Le héros, le protagoniste, Oui. on ne comprend pas pour qui il travaille. Est-ce qu'il travaille pour la CIA? Au tout début, il a l'air de dire à son supérieur qu'il démissionne. Le supérieur a l'air de lui dire qu'il n'a pas le choix, qu'il est investi d'une mission, qu'il le Tout à dépasse, etc. Ouais. Supérieur qu'on ne reverra d'ailleurs plus du tout de tout le reste du film. Alors, Mais globalement, on est d'accord, le vrai défaut, c'est ça, c'est cette complexité-là qui fait écran, qui nous empêche un peu inutilement d'accéder à une intrigue qui au fond n'est pas si compliquée. Il a ce trop-plein de dialogue dans ses films. Il se complaît aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages théorisent eux-mêmes sur des voilà, choses oui, alors là, qui n'ont pas besoin alors là, d'être... alors là, ça c'est aussi un cliché que je reconnais dans sa Voilà. patte, qui peut passer parfois, mais lui il en abuse, je trouve. Les répliques coups de poing qu'on voit souvent dans les comics, aussi, de temps en temps. c'est pas un hasard qu'il ait fait Bien des sûr. Batman. Ouais. Ça me rappelle un peu, tu sais, la pseudo-philosophie pompeuse. Ouais. Et je dis pas ça parce qu'il y a un camion de pompiers à Oui, un oui, moment non, donné. non. Je dis pas que le Ouais. film est pompeux, hein, loin Non, de là. non. J'irai pas non plus cirer les pompes du film. Quand mais même, bon. attention. Oui. Ni non plus le L'inverse. descendre, Non. parce que après entre cirer les pompes et les pompes funèbres, il n'y a qu'un pas. Oh là là là, bon, allons-y Bon. alors. En grande pompe, bien sûr. Sachant qu'il en fait aussi le héros. Hein. Oui, aussi. Il faut entretenir De temps sa en masse temps, musculaire.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, jeu de mots mis à part. Ah oui, à force de digresser, ouais. Moi, je digresse. Ouais, Oh, il y a des jours, je vous jure, on entend de ces choses. Pour moi, il y a une réplique qui est à l'image de cette philosophie, de cette pseudo-philosophie Ouais. pseudo-pompeuse. ouais. Bah, c'est la réplique justement de ce fameux supérieur qu'on ne verra qu'à peu près 2 minutes de tout le film. Ouais. Ce fameux supérieur de CIA qui dit le mot Tenet. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi Tenet? On sait bien que ça vient du carré de Sator, Oui. mais il essaye, Christopher Nolan, de l'intégrer à son scénario, mais encore une fois, je trouve que c'est bancalement intégré, Oui, sachant que c'est un mot qui est prononcé 2 ou 3 fois voilà, tout au c'est plus dans le assez film, accessoire, c'est censé un peu ouvrir certaines portes. et enfermer d'autres. C'est Et justement enfermer cette fameuse réplique Voilà, qui c'est m'a ça. fait... D'accord. D'accord, alors, le type commence en disant ce mot... Vous ouvrirez les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Alors c'est un peu dommage, mais bon. Non mais c'est surtout un peu dommage, en fait il ouvre des portes quoi, contente-toi de dire ça. Il ouvre, Ça il s'annule ouvre- abandonné. Mais c'est ça, c'est le palindrome déjà. Oui, mais disons que c'est d'une certaine manière, Non mais oui, c'est un peu ça. même dans la CIA on parle pas comme ça. Enfin je sais pas, je travaille pas pour la CIA, moi je viens d'Interpol. Alors après moi ça marche sur on va dire presque 1h30, presque 2 heures de film pour moi. C'est vrai que c'est quand même compliqué, hein, faut suivre. Hein. On va essayer de suivre le rythme. Mais je trouve qu'à la fin, alors là on perd un peu vraiment, on lâche prise hein, parce qu'on se dit bon, là de toute façon à un moment donné le film s'emballe trop pour nous, déjà qu'il s'est vite emballé avant. Mais moi je trouve qu'il y a quand même suffisamment de clés avant cette dernière acte final là qui nous perd un peu trop. Il y a quand même des clés, alors moins que d'habitude chez Nolan, mais qui nous permettent de, on se raccroche à des événements. Ou qui nous donne la sensation de nous Voilà. raccrocher pour mieux nous embrouiller. Et toute la galerie de personnages qui donc gravitent autour du protagoniste, eux sont au courant, sont en avance sur nous, spectateurs, sur le protagoniste, et donc jouent déjà un double jeu avec lui, c'est-à-dire ne lui disent pas tout, mais justement pour qu'il soit en mesure de faire telle ou telle chose en fait. Et c'est plutôt, alors là voilà, on va dire bon oui d'accord, mais je trouve que c'est plutôt habile. Du coup, finalement, les intentions de chaque personnage restent cachées parce qu'ils doivent rester dissimulés aux yeux du protagoniste et du spectateur aussi. Oui, mais Ouais. alors, Voilà. bah, pour moi je ressens plus le fait qu'ils doivent rester dissimulés aux yeux du spectateur, pas aux yeux du protagoniste. Parce Eh ben- que voilà où pour moi j'y vois une limite, c'est que j'ai vraiment l'impression que certaines parties forcées du scénario sont plus là pour embrouiller le spectateur. Ça s'adresse directement au spectateur et à sa logique. En fait, c'est comme si les personnages, en dialoguant entre eux et avec cette façon Oui. très mystique, très Ouais. étrange de le faire, Ouais. en fait, ils le font comme s'ils avaient conscience d'être les personnages d'un film et qu'il fallait que dans leur contrat, c'était marqué « embrouiller le spectateur ». Ben, en fait, ils sont conscients de faire partie d'une mécanique. C'est là, moi, où ils sont conscients de faire partie d'une mécanique qui doit être, entre guillemets, huilée d'une façon bien précise, en fait. Et si cette mécanique s'enraye parce que quelqu'un donne des informations trop tôt au personnage principal, en l'occurrence, eh ben, ça peut compliquer. Et Alors, là, dans on- l'hypothèse toujours. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que ça puisse avoir un effet. Eh bien justement, Voilà. on en vient pour moi à un deuxième gros problème du film après la complexité et qui pour moi explique un peu cette complexité. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Eh bien c'était inévitable quand on parle de temps, les paradoxes. Ah oui, Alors ça, je y en mettrai a. de côté le paradoxe du grand-père, hein, tu sais, si tu remontes le temps pour tuer ton grand-père, donc tu Ah ne oui. peux pas naître, donc tu ne peux pas remonter le temps pour tuer ton grand-père, donc ton grand-père est en vie, il Ouais, donne ouais. naissance à ton père, puis à toi, ce qui te donne la possibilité de remonter le temps pour le tuer. Ah oui, Sachant d'accord. que ce paradoxe a une faille. Ah, Et oui, il n'est pas dit que quand tu tues ton grand-père, il n'a pas déjà enfanté ton père. c'est vrai, il n'est pas dit. Pour moi, il y a un gros problème de paradoxe. Et la surcomplexification que Christopher Nolan apporte, je pense que c'est en partie parce qu'il en est conscient et qu'il n'a pas su trouver la réponse à ça. Il n'a pas vraiment su, c'est quelque part, mais de il toute brouille façon- davantage les pistes pour que dans le magma, eh bien, n'apparaissent pas vraiment l'incohérence. Vu qu'on arrive difficilement à tout reconstituer, on ne distingue plus les incohérences des informations manquantes. On se dit que ces incohérences, en fait, elles ont leur répondant qui est dilué quelque part, mais comme on ne sait pas encore où, on laisse passer. C'est un Oui. peu la sensation que j'ai eue, Mais parce après- que fondamentalement, ils ont gagné, de base, dès le début du film. Sinon, le film lui-même n'existe pas.
Oui, mais Donc, Mais ça, c'est un raisonnement en fait qui n'est valable qu'après coup. Dans le présent des personnages, il y a toujours, comme dirais-je, ce doute de si on fait autrement, peut-être que d'un coup ça pourrait créer une brèche. Ou, oui, voilà. mais Et donc, du leur coup, existence même prouve qu'il Voilà. n'y a pas eu de brèche. Parce que s'il y avait une brèche, ils ne seraient pas déjà là. Je veux dire, Mais c'est parce le qu'ils se principe de sont- boucle. C'est le principe de boucle temporelle. Mais- Sinon, tu crées un paradoxe et le mais scénario ne justement, tient plus. parce qu'ils se sont comportés dans tous les cas de figure de façon identique. Et c'est pour ça que ça a pu être préservé de Alors, cette façon. Alors après, Mais- est-ce qu'on peut volontairement se comporter de manière identique? Ça, je ne suis pas sûr non plus. Même si on En joue ayant un jeu vécu les d'acteur, choses sous un autre angle et en ayant pris connaissance de ce qui allait Oui. advenir et en sachant que l'issue, en s'étant comporté de cette façon, est positive, finalement on reproduit, on se dit que c'est la oui, meilleure mais, façon. mais à nouveau, là où le film devient bancal, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, il y en a un qui choisit de... tiens, par la curiosité scientifique, qu'est-ce qui se passerait si finalement je faisais autre chose? Et là, on voit bien que le film ne tient plus. Disons que c'est un équilibre sur lequel se tient le film, qui est précaire, qui pourrait être invalidé si le film essayait peut-être autre chose. Il se tient parce que justement, il s'interdit de faire autrement. Mais il faut dire qu'il y a quand même des morceaux de bravoure dans le film. Par exemple, moi ce que j'aime quand même beaucoup, c'est la scène centrale on va dire, de l'accident de voiture sur l'autoroute, qui est aussi mêlée à une scène du coup dans un hangar avec des couleurs bleu-rouge. Jusque dans le logo de début, Ouais. la Warner Bros qui est toute C'est vrai. rouge et le Syncopie qui est tout bleu. C'est vrai. Voilà. Alors, je prends ça comme une marque d'humilité de la part de Christopher Nolan parce que Warner Bros c'est en rouge et le rouge dans le film c'est ce qui va à l'endroit. Oui, Syncopie c'est en bleu et en bleu dans le film c'est la couleur qui va à l'envers. c'est vrai. Donc, Et comme finalement- Syncopie c'est la société de production de Christopher Nolan, contrairement à Warner Bros, Ouais. quelque part il se dit bon vous les grands Manitou Warner Brosiens, vous allez dans la bonne direction, moi humble Syncopien, je vais vers l'arrière. Voilà. On peut voir ça comme ça, c'est vrai, oui. Pourquoi D'ailleurs, pas. c'est surtout amusant parce que syncope, en fait, une syncope en figure de style, c'est que tu enlèves le milieu d'un mot. Ah oui. C'est ni le début ni la fin, donc là, c'est pas mal aussi dans Ah, le... c'est intéressant, ouais. Mais c'est vrai, voilà, dans cette scène centrale d'accident et donc dans cette salle rouge et bleue, là d'un coup, le film nous donne des réponses, pas suffisamment, on l'a dit, et puis presque des fois il se contredit, mais il apporte d'autres données. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'à ce moment-là, on se dit, on va passer d'un point de vue, le point de vue inverse, enfin, on va comprendre ce que c'est. Enfin, c'est pas... C'est vrai qu'on avait assez peu vu Voilà, on le subissait plan. comme le personnage finalement des choses extérieures, voilà. Et là d'un coup, on Alors- est du point de vue inversé. Alors, limite, j'aurais presque trouvé très intéressant que Christopher Nolan atteigne le stade ultime du palindrome, c'est-à-dire sa première moitié entièrement à l'endroit, oui, soit et totalement. toute sa deuxième moitié entièrement à l'envers, avec au centre justement la bascule. Ouais. Mais ça aurait été pas mal justement qu'en fait tu revives bel et bien en temps réel tout le film, mais à l'envers. Oui. Alors, Parce que mine mais de rien, les fameuses séquences où tu vois, les fameuses scènes où tu as deux points de vue de séquence, une à l'endroit tout à fait. et une à l'envers, il y en a, mais Ouais. elles sont relativement peu nombreuses, Il y en a c'est dommage. surtout 2, 3, Voilà. deux surtout, mais voilà, on apprend que le protagoniste en fait est l'employeur en fait de tous les personnages presque qu'il a côtoyés et qui apparemment semblaient en savoir plus que lui, mais tirent leurs informations précisément de son lui futur. Donc, Alors voilà. ça me rappelle aussi un autre paradoxe, le paradoxe du livre, du roman ou de l'écrivain. Oui, Un jeune écrivain, voilà, qui veut devenir célèbre, planche sur son premier chef-d'œuvre en l'occurrence, le livre qui le fera connaître. Mais voilà, l'inspiration, elle a ses horaires, elle a ses exigences, mais il faut prendre rendez-vous. Et le rendez-vous va venir en la personne donc, de son double, le double de l'écrivain venu du futur, qui va lui dire « Ne t'en fais pas moi-même, voici le livre qui, toi, moi, nous rendra célèbre, tout fait, tout préparé, il vient directement du futur, édite ce manuscrit, ce sera le fameux succès qui nous propulsera au sommet des confins de l'univers. » Effectivement, il va l'éditer, il va devenir célèbre, et à son tour, va remonter le temps pour le confier à son double, et ainsi de double suite, passé. et ainsi de suite. Mais Et voilà. la grande question, c'est quand est-ce que ce livre a-t-il été écrit? Mais oui, c'est ça, on se demande. Et là, on touche à une incohérence d'ailleurs qui rejoint une scène du film, qui est aussi une scène qu'on peut voir dans les deux sens. Souviens-toi où le héros s'affronte lui-même, Ouais, tout à fait. mais sauf que son double qui va dans l'autre sens est masqué. Oui, À ce moment-là, des coups de feu sont tirés
Alors, Oui. quand le spectateur voyait cette scène pour la première fois, on a assimilé le masqué, l'inconnu, à quelqu'un d'hostile, qui essayait même de tirer sur le héros. Bien sûr. Et donc, on sentait le héros en danger. Mais le héros masqué, on se demande pourquoi il tire. Une réponse qui vient assez naturellement, il tire parce qu'il sait qu'il faut tirer. Il Oui. l'a déjà vécu et il sait qu'à ce moment-là, des coups de feu ont eu lieu. C'est ça. Et bien là, on a à nouveau affaire au paradoxe de l'écrivain. Ah ouais. Quand est-ce que ces coups de feu ont volontairement été tirés pour la première fois? Si le double masqué, de base, ne tirait pas les coups de feu, eh bien, celui qui avance à l'endroit Ouais, tout ne à les fait. ressentirait pas, ces coups de feu. Et il ne se dirait pas, tiens, plus tard, moi, quand à mon tour j'irai à l'envers, il faudra que je les tire aussi pour entretenir la boucle, pour la nourrir. C'est ça. Ils bon. viennent d'où ces coups de feu? Ils servent à quoi? Oui, À part juste pour s'adresser directement au spectateur. C'est là où je dis qu'en fait, le réalisateur a glissé des tas de choses qui s'adressent au spectateur au-delà du scénario. voilà, tout à C'est fait. vraiment... Ouais. Là, Christopher Nolan a voulu nous a voulu nous inquiéter, a voulu nous présenter ce personnage hostile, mais au final, c'est de manière totalement gratuite. Après, peut-être qu'on n'a pas tout bien assimilé, et moi je reste assez humble aussi sur ça. Je dis pas que Oui, oui. Christopher Nolan a pensé parfaitement son puzzle, mais Surtout que c'est déjà un exploit d'arriver à faire ce qu'il Voilà. a fait avec... c'est ça, c'est déjà mais- quand même très brillant, je trouve. Mais moi aussi, je me dis, on l'a vu qu'une fois. Alors après, c'est dommage que le film demande à ce point d'être revu, parce qu'il devrait être Oui. plus lisible dès la première fois. Oui, par exemple, Voilà. ce qui se Mais passe bon. à l'opéra. La véritable personne qui était visée par cet attentat, pourquoi? On ne la revoit plus du tout de tout le reste du film. Ensuite, on nous fait croire que le héros croque une capsule de cyanure qui le tue. Mais en fait, non, il ne le tue pas, c'était un test. Alors un test, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui avait précédé, c'était des acteurs qui faisaient semblant de le torturer. Alors que nous, ils n'avaient pas l'air d'être... Et d'ailleurs, si c'était un test, pourquoi un test? Non, non, c'est- il s'est véritablement fait attraper par, on va dire, les méchants. hein. Mais alors, elle est où la notion de test? Parce que la notion de test implique qu'on fait semblant. C'est un agent double, lui, c'est-à-dire qu'il travaille Oui, mais- pour effectivement la CIA, enfin ce qu'on imagine être la CIA. Et puis en même temps, il est du côté des méchants, il leur fait croire qu'il va leur donner ce qu'ils veulent, et en fin de compte, non. Toute la cohérence, tout le complot, on n'y a pas accès, et c'est d'autant plus dommage parce que l'ironie dramatique, donc le fait que le spectateur en sache plus que les personnages eux-mêmes, ça peut être très intéressant. Ça peut, par exemple, si le spectateur sait que le héros court à sa perte en faisant ce qu'il veut faire, ça peut créer une espèce de tension. Est-ce qu'il va vraiment courir à sa perte ou est-ce qu'il va s'en Ah oui. apercevoir? Est-ce qu'in extremis, il va réussir à bifurquer, à rebondir, etc. On n'est vraiment pas dans ce type de récit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le type de récit où on est pas à pas avec le protagoniste, on apprend les choses en même temps. Voilà, mais sinon, pour en venir un peu au personnage peut-être, parce que je crois qu'il y a quand même des choses à en dire. J'aimerais commencer Oui. par le personnage de Neil, moi, donc joué par Robert Pattinson. Je ne sais pas s'il s'appelle Neil parce que le méchant est joué par Kenneth Branagh, le réalisateur du prochain Mort sur le Nil. Ah, Qui c'est? un personnage assez mystérieux tout le long, qui semble justement, comme on le disait, garder les informations pour lui. Et en même temps, on sent qu'il a un vrai attachement malgré tout. Je trouve qu'on sent qu'il veut quand même préserver le protagoniste autant que possible. Et tout ça pour dire qu'à la fin, c'est quand même... C'est là où l'émotion jaillit un peu tardivement. Finalement, il dit au protagoniste, donc Neil, que ils se connaissent depuis longtemps, en fait, même avant que le film ne commence. Donc... C'est surtout depuis bien après que le film soit fini. Mais Pardon? Quel quoi? De quoi? le sens à l'endroit. Ah le oui, sens à oui, l'endroit. j'avais pas compris. Voilà, oui, oui. pardon. Oui. Voilà, oui. Pas l'envers, oui. Faut... Ça te prend souvent, toi, de ce genre de... Ça m'arrive. C'est comme le hockey, hein, tout d'un coup. Spontanément, comme ça. T'as déjà pensé à consulter? Non, je vais y songer, tu as raison. Et donc voilà, il lui dit qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et ce qui est d'autant plus, en plus, un peu émouvant, poignant à ce moment-là, c'est que il est voué, ce personnage, à mourir, Neil. Alors oui, il est voué, et quelque part on en revient au même principe. Vu qu'il sait qu'il va mourir et que les héros sont donc déjà sauvés, pourquoi est-ce qu'il ne décide pas tout d'un coup de ne pas remonter le temps? Parce que les héros ils sont sauvés. Qu'est-ce qui se serait passé s'il décidait, bon, on en est sorti, donc à quoi ça sert que je remonte le temps pour me sacrifier? Oui, mais il faut faire ça. Là, on apporterait un grand paradoxe du côté de Neil, justement. Alors, Oui. selon une théorie qui voudrait Que ce soit le fils, finalement, donc Max, le fils donc, de Catherine et du méchant. Et là, je trouve ça en plus très beau parce que du point de vue du protagoniste, on finit quand même le film sur ce plan
presque on les réunit tous les trois. C'est-à-dire Oui. que lui les regarde, elle partir avec son fils. Ouais. Bon, Et donc- sachant que c'est qu'une théorie. Hein. C'est qu'une théorie. Je trouve pas qu'elle changerait grand-chose à l'intrigue. Elle change le rapport relationnel entre Neil et le protagoniste qui devient tout de suite plus fort, je trouve quand même. Pour moi, il est déjà très fort. Il a déjà le statut d'un mentor. On l'apprend à la fin. Autre chose qui nuit un peu à l'émotion, c'est que ça, il ne révèle ça au protagoniste qu'à la toute fin. Et donc toutes les éventuelles séquences d'émotions, de grandes émotions, tu vois, d'interaction entre eux, qu'aurait pu avoir le protagoniste avec lui, sachant cela, ben on n'a pas le temps, c'est la fin, il reste plus rien, alors que ça aurait pu donner lieu à de très belles scènes. Soit que le protagoniste soit lui-même au courant qu'il est voué à devenir le mentor, et donc qu'est-ce que ça pourrait engendrer dans leur relation dans la dernière demi-heure de film, ou alors, et peut-être ce sera encore plus beau, que le protagoniste ne sache pas, mais que nous, si. Ironie dramatique. Nous, on saurait que le protagoniste, c'est son futur mentor, et on pourrait même, ça pourrait créer des moments de forte émotion, voyant le protagoniste qui l'ignore, Neil qui le sait, et comment Neil, étant obligé de le cacher, doit en jouer, etc. À cause de cette volonté de vouloir tout cacher, de vouloir être très absconce, on perd en émotion. Mais encore une fois, c'est cohérent parce qu'on est dans le point de vue du personnage jusqu'au bout et quelque part, la fin entre guillemets de Neil correspond presque au début, j'ai envie de dire, du protagoniste. Enfin, il y a quelque chose là-dessus où c'est là où le palindrome pour moi se fait. C'est que on a vraiment l'impression que on a suivi ça, j'ai l'impression que... la finalité d'un arc qui va, donc celui de Neil, qui va être amené à mourir, voilà. Et on a en parallèle suivi finalement les prémices, les tout débuts, jusqu'à ce que le personnage du protagoniste prenne conscience de ce qui est réellement en jeu. Ça, c'est la fin. Donc en fait, je trouve que dans la structure des arcs des personnages, il est resté cohérent. C'est un parti pris qui handicape l'émotion, c'est certain, mais dans ce qu'il a voulu faire... Oui, mais alors Dunkerque, c'était une autre intention de départ. C'était pas pour nous cacher des informations. Oui, mais le résultat est le même. On perd en émotion. Oui, alors moi je le trouve quand même plus émouvant Tenet, même si c'est furtivement à la fin. Hein, il y a quand même un déficit émotionnel. Mais ça fait partie du jeu, ça. Il faut reproduire parce que la boucle est amenée à se répéter. Mais ça, j'ai l'impression que Christopher Nolan en a conscience, mais que donc, non seulement il essaye de le cacher dans ce brouhaha, dans cet amoncellement de complexité, mais il l'avoue. On peut au moins lui reconnaître qu'il a eu l'honnêteté de faire dire à ses personnages au demeurant de certaines répliques. Oui. Mais attends, si on parle là maintenant entre nous, ça ne veut pas dire qu'on a déjà gagné. Bah oui. Par exemple, alors là, l'autre personnage répond à ça, un truc complètement à côté, qui me fait dire que voilà, c'est comme si Christopher Nolan nous disait « J'y ai pensé, j'ai pas trouvé de solution, mais voilà, j'y ai pensé, la preuve. » Oui, il y a un peu de ça. Il y a un autre moment où ça m'a fait ça aussi, c'est sur la notion de libre arbitre. Carrément, là, Christopher Nolan n'en est plus à nous dire « J'y ai pensé, mais j'ai pas trouvé de solution ». Là, il en est presque à nous dire « J'y ai pensé, j'ai pas trouvé de solution, mais je vais vous faire croire que si. » Enfin, j'exagère, hein, là, je schématise. Tout à fait ça, c'est un peu la sensation que j'ai parce que fondamentalement, à cette question du héros qui dit « On n'a pas de libre arbitre », la scientifique lui répond que si. Que si vous pouvez très bien choisir de ne pas avoir lâché la balle dans le futur, ou de l'avoir lâché ou pas, enfin, elle défend l'idée qu'il y a quand même un libre arbitre qui existe. Alors que tout le film semble nous dire que non. Je veux dire, où est-ce que tu vas le chercher ton libre arbitre? C'est comment essayer d'alambiquer son récit pour que c'est faire croire que ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas. Il faut carrément l'assumer que le message, il n'y a pas de libre arbitre. Ça pourrait même être un message un peu comme prédestination. Il va rendre la liberté, par exemple, le protagoniste à Catherine, hein, elle s'appelle l'épouse donc de Sator. Donc c'est une manière de rester dans un plan prédéfini en redonnant la liberté ou voilà, en se l'octroyant par certains aspects. Donc en fait, je trouve que c'est plutôt joli, c'est-à-dire que dans ce fatalisme-là temporel où on est amené à reproduire les mêmes choses, on peut quand même y trouver notre compte, on peut quand même s'épanouir, on peut quand même retrouver une forme de liberté. On en vient, voilà, alors le personnage de Catherine, on l'a un peu évoqué, qui essaie de s'émanciper de la figure de son mari, de ce tyran, il faut dire les choses. Joué par Kenneth Branagh. Voilà. Mais bien joué d'ailleurs. Voilà. Bien joué. Alors bon, venons-en à lui, alors peut-être, oui. Déjà, pourquoi pas, oui, parce que c'est un gros morceau pour le coup. Au début ou à la fin de la vidéo, je ne sais pas dans quel sens on est, on parlait ou on parlera de gâchis. Oui. Pour moi, celui qui symbolise le plus ça, c'est le méchant.
indirectement le méchant, parce que le gâchis, en fait, je le rapporte à l'émotion. Toute cette complexification à outrance nuit à une émotion qui pourtant avait tout pour être extrêmement puissante. Elle était là, on sent qu'elle était là, ne serait-ce même que par l'objectif qui lui se dessine à propos du méchant. Je trouve que ce qu'il veut faire, de pourquoi, ce que ça implique, je trouve que ça crée une psychologie dantesque, Ah ouais, c'est génial. mais qui malheureusement se ressent que par bribes, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de place. Notre cerveau est tellement obnubilé par comment ça marche, comment ça se fait que le héros est parvenu à faire ça, alors que moi je pensais que ça pourrait parler la femme, en quoi le fait de voyager à l'envers la sauve ou ce genre de choses. Ouais. On est tellement à se poser ce genre de questions que l'aspect émotionnel, on passe un peu à côté. Pour dire les choses, parce que là on tourne un peu autour du pot, mais le personnage du méchant, on l'apprend, finalement est malade, gravement malade, et donc il en a pour très peu de temps visiblement. Hein. Et en fait, son idée, c'est d'emporter le monde avec lui. C'est-à-dire que dès lors qu'il va mourir, il a fait en sorte que le monde aussi meure. C'est d'autant plus lié avec lui qu'en fait, cette fameuse bombe assez particulière est synchronisée avec un appareil qui détecte sa tension. Son cœur bat à l'unisson avec le destin de l'univers, avec l'horloge de l'apocalypse qui approche douloureusement de minuit. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau qui s'assimile au monde. Ah bah oui. Il dit ça, je suis divin, à un moment donné, je crois que c'est presque textuellement ce qu'il dit. Une réplique qui aurait impliqué une certaine folie, une folie psychopathique, enfin une folie shakespearienne. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne le ressent pas au niveau des tripes. Non. On ressent au niveau des dialogues, mais avec un tel discours, il aurait dû se comporter presque comme le pingouin de Burton. Ça aurait presque dû être... c'est comme s'il se sentait bridé, c'est comme si Christopher Nolan avait bridé son personnage dans une intention de réalisme. Mais là où je trouve le personnage devient rétrospectivement un peu émouvant, enfin toute proportion gardée, parce que le personnage est quand même assez détestable, hein, mais c'est vis-à-vis finalement presque des crises de colère qu'il pourrait avoir avec sa femme. Alors on se dit, de le voir aussi menaçant avec sa femme, ça n'a rien d'émouvant, hein, loin de là, mais finalement il veut... peut-être presque à tout prix, avant de mourir, essayer de se réconcilier avec elle, de trouver un terrain d'entente. Et en fait, il s'y prend mal parce que il la violente. Donc le simple fait qu'il ait choisi pour l'heure et lieu de sa mort l'endroit où il se sentait aimé d'elle, leurs vacances, je trouve que c'est une idée en soi géniale. Mais elle aurait pu être tellement plus bouleversifiante. Parce que quelque part, elle lui donne, en revenant donc sur ce yacht-là le jour, sa femme lui donne la possibilité de croire à que c'est encore possible en fait. Même si ses intentions cachées sont de le tuer, hein, pour ce temps suspendu-là, tout est possible encore. Et je trouve ça très beau qu'elle lui offre ça avant de le tuer. C'est une façon à la fois quand même de sauver le monde, hein, en le tuant. Alors voilà. Oui, même s'il nous est dit qu'elle l'a tué trop tôt, avant qu'ils aient pu entièrement désynchroniser la bombe avec son tensiomètre. Voilà. Et pourtant, le monde n'explose pas. Ils ont trouvé un subterfuge qui ne nous est pas expliqué, ou alors assez mal expliqué. Ou alors est-ce que le subterfuge lui-même serait que dans tous les cas, elle le tue avant, et c'est précisément en le tuant avant que les choses peuvent être sauvées. Oui, à ce moment-là, il faudrait l'amener, il faudrait bien l'expliquer, parce que déjà, rien que le fait de le dire, c'est assez douloureux. Donc, mais voilà. Et le fait de le penser, ça l'est encore plus. On sent qu'il a pensé quand même toute la mythologie qu'il met en place, notamment il a pensé au fait que quand tu vas à un contresens, tu ne peux pas respirer parce que l'air est censé s'échapper de tes poumons. Et donc, en fait, ils sont obligés toujours d'avoir un masque à gaz. Et le simple fait d'être protégé par des bâches aussi en plastique. On sent d'ailleurs la quarantaine, le confinement, n'est-ce pas? S'il ne serait pas possible, en allant en marche arrière, de respirer normalement, ça ne concernerait pas que l'air. Ça concernerait par exemple les photons, la lumière. Comment est-ce qu'en allant à l'envers, on pourrait continuer à voir, alors que théoriquement, les photons, les rayons lumineux, s'échappent de nos yeux. Ils retournent vers le soleil. Pareil pour le son. Théoriquement, si on va à l'envers, toutes les ondes sonores s'échappent de nos oreilles. Comment est-ce qu'on peut voir ou entendre dans de telles circonstances? Alors qu'on ne les voit pas porter des lunettes de protection tout le temps, ni des écouteurs spéciaux. Et bon, là, je ne parle que de ces deux sens-là, mais tous les sens, tout ce qui est chimie, physique, chimie, même quantique, tout est concerné. Oui, alors après, il faut rester cinématographique. Si on se cale sur vraiment une sorte de vérité scientifique à 100%. Et puis, il est connu que parfois, le non réel est plus crédible.
Ou un autre exemple où l'émotion est dissoute, à un moment où on a droit à un petit élément du passé du grand méchant, qui aurait très bien pu être émouvant. Donc quelqu'un qui a vécu sa jeunesse en devant risquer sa vie pour récupérer des objets radioactifs dus à l'explosion d'une bombe, donc dus à la folie humaine. Ça aurait très bien pu être la racine d'un traumatisme, la racine d'un regret, quelque chose qui le hante. On apprend même qu'il a tué un de ses compatriotes à ce moment-là, donc peut-être que ça aussi ça le hante, peut-être que c'est... D'ailleurs, à un moment donné, il parle même de damnation, il parle de contrat, de pacte qu'il aurait fait avec le diable. On se demande il parle si de sa pacte qu'il aurait fait maladie, avec le d'accord, diable. peut-être d'ailleurs sa maladie vient de ce moment de jeunesse où il a été exposé aux radiations. Hein. C'est tellement anecdotique, ça aurait pu être déchirant. Tu sens qu'il y a quelque chose qui l'accompagne, qui est toujours là, derrière lui, à côté de lui. Mais pour moi, c'est quand même contenu dans ce qu'il dit à sa femme, c'est-à-dire si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. C'est vraiment à l'image de toute sa représentation. Donc il est mégalomaniaque absolument. Parce que le monde, c'est la même chose. Si j'ai pas le monde, voilà, si j'ai pas le monde, mais personne du coup, ne l'aura. Finalement, il a peur peut-être un peu aussi d'être seul, et qu'il doit emporter tout avec lui parce que sinon, presque son existence aura été vaine. Dans ces crises de colère, de nerfs, on sent une sorte de désespoir quand même là-dedans. Et d'ailleurs, la colère qui se change en désespoir, qu'il associe à sa femme, mais ce qui est valable pour lui. Voilà, et c'est ça qui est le palindrome, c'est un écho aussi, voilà. c'est un boomerang. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même suffisamment de choses pour se réjouir. C'est quand même, enfin, sur ce personnage-là, sur Neil aussi par exemple, enfin, je trouve qu'il y a des choses qui quand même... voilà, disons que ça aurait pu être plus, le film est un peu moins dans l'idéal qu'on aurait pu avoir. Et d'ailleurs, le manque d'émotion, ça se joue aussi par rapport au fameux problème. Un problème de temps dont je parlais tout à l'heure, pas le même temps, c'est pas le temps qu'on passe à l'envers, c'est justement le fameux temps dans la durée. Il y a certaines ellipses, certaines séquences qui se suivent brutalement, ça va assez vite d'ailleurs. Ah ouais. Les personnages sont pressés, ça aussi ça joue avec la complexité, avec le fait que le spectateur assez vite, il finit par lâcher la main de la Reine Rouge. Ça nuit aussi un peu l'émotion parce qu'on ressent moins l'importance du temps. Par exemple, un moment, quand la femme est touchée par une balle inversée, alors qu'il fait plus de dégâts qu'une balle normale. Alors pourquoi? C'est pas vraiment explicitement dit. Je me demande si c'est pas tout simplement dû à la forme de la balle qui est plutôt pointue à l'avant et pas à l'arrière. Il faut qu'il remonte 14 jours. Eh bien, ces 14 jours, dans l'autre sens, on ne les ressent pas. Alors certes, on peut très bien se dire, en fait, il n'y a rien à raconter, ils sont dans leur camionnette. Mine de rien, ça pose un problème, je trouve, parce que le temps devient trop facile. On passe trop facilement d'un point A à un point B. Donc ça nuit un peu aux enjeux, ça nuit un peu au danger. Que ces 14 jours, on les ressent davantage, qu'ils soient aussi longs dans un sens que dans l'autre, aussi lourds à vivre dans un sens que dans l'autre. Parce que là, il y a vraiment un des deux sens qui n'est pas suffisamment mis en valeur, alors que fondamentalement, je trouve que c'est lui qui porte une grande originalité du film et sur lequel il fallait vraiment s'intéresser davantage. Il y a certains éléments scénaristiques qui sont amenés, qui n'ont pas de rebondissement. Il n'y a pas d'implant paiement, c'est ça? Il n'y a pas d'implant paiement. Alors par exemple, alors ça c'est le détail de chez détail, mais c'est un peu le fusil de Tchekhov, enfin la tasse de café de Tchekhov, parce qu'à un moment le protagoniste accepte de prendre une tasse de café au cours d'une mission, et comme il la garde, que la mise en scène en plus semble la mettre en évidence, bon c'est tout bête, hein, cette tasse de café il va s'en servir peut-être pour aveugler le méchant, ou peut-être qu'il y a du poison dans le café, mais non en fait la tasse de café il l'oublie, qui sait même s'il l'a bu en entier, gaspilleur. Et ça fait partie de la panoplie un peu de l'espion. Voilà, oui, mais bon, ça je sais que c'est du détail. Bon, je sais que c'est du détail, ça, je disais ça pour m'amuser. Mais par contre, il y avait des concepts très intéressants avec lesquels on aurait pu jouer. Notamment, il y a des tas de trucs qui sont amenés qui auraient pu donner lieu à des scènes ou même à des pertes, parce que fondamentalement, il y en a très peu qui meurent dans cette affaire, ou alors des figurants. Mais et puis on les voit peut-être même pas. Mais... Enfin, il y a deux personnages importants qui sont voués de toute façon à mourir. Donc on est quand même dans des destins qui sont un peu déjà, sachant que en fait l'intégralité du film se passe dans ces 14 jours-là, si on y réfléchit bien. Parce que je crois me rappeler que l'attentat de l'Opéra a lieu précisément au moment où la scène de guerre finale a lieu aussi. Parce que si je me souviens bien, il est dit que là où donc le Sator était jeune, finalement c'est au même endroit où a eu lieu une explosion en parallèle avec l'attentat de l'Opéra, si ma mémoire est bonne. Hein. Bon. Donc tout ça pour dire que en fait peut-être que le palindrome aussi serait à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a le début correspond aussi à la fin. Là où le palindrome pour moi se fait, c'est qu'on a vraiment l'impression que on a suivi la finalité d'un arc qui va, donc celui de Neil,
qui va être amené à mourir, voilà. Et on a en parallèle suivi finalement les prémices, les tout débuts, jusqu'à ce que le personnage du protagoniste prenne conscience de ce qui est réellement en jeu. Ça, c'est la fin. Donc en fait, je trouve que dans la structure des arcs des personnages, il est resté cohérent. C'est un parti pris qui handicape l'émotion, c'est certain. Mais je trouve qu'on ne sent pas beaucoup le danger. Un point scénaristique qui aurait été très intéressant, c'est ce fameux jeu de miroir entre les deux directions temporelles. Ah, oui, oui. Où, quand tu veux rentrer dans cette machine, on dit bien aux protagonistes et aux autres qu'avant d'entrer dans le tourniquet, il faut qu'ils regardent eux-mêmes de l'autre côté de la vitre s'ils se voient sortir. Oui, tout à fait. Parce que s'ils ne se voient pas sortir, ça voudrait dire alors que ils sont restés dans le tourniquet. Il n'y a pas 36 000 raisons pour qu'ils restent dans le tourniquet, Voilà. c'est qu'ils y sont passés. Ouais. Enfin, ils y sont passés par le tourniquet et ils y sont passés tout court. Tout court, voilà. Eh bien moi je m'attendais presque à ce que ce soit utilisé après, que par la suite il y ait bel et bien quelqu'un, peut-être pour une question de temps, il lui reste très peu de temps et il doit à tout prix passer dans d'autres flèches temporelles, mais il ne se voit pas de l'autre côté. Il se dit qu'est-ce que je fais? Si je reste là, je me condamne parce qu'il me reste à peine quelques secondes, et si je traverse quand même, ça se trouve je me condamne aussi. Que cette idée soit amenée ou pas dans le film à l'heure actuelle, ça change rien, et c'est dommage. C'est vrai, c'est encore une fois pour un peu ouvrir le champ Voilà. des possibles, mais... Voilà, bon. disons que je suis un peu resté sur ma faim. Ah, et je vois que tu vas te rassasier tout de suite du coup. Oui, tu me permets, je fais comme t'en chez prie. moi. En passant, j'aime bien cette idée de tourniquet qui a un nom assez banal en soi. Ouais. Mais Christopher Nolan aime beaucoup banaliser par le nom certains concepts Un peu compliqués. Voilà, ouais. ça crée un contraste un peu touchant. Et c'est encore une fois pour moi une preuve d'humilité, mais même des personnages dans la fiction, d'appeler ça comme ça parce que finalement, c'est la seule manière pour eux d'essayer de simplifier les choses à un moment donné. Donc, Oui, il faut dire qu'ils les complexifient eux-mêmes Déjà tellement eux-mêmes que aussi à côté. ils ont qu'à expliquer les choses simplement, ils n'auront pas besoin d'en arriver là. Mais bon, c'est vrai que Voilà. il y a un côté charmant, un côté qui crée malgré tout un univers dans Ouais, le contraste. on sent que dans il y a des coulisses, une mythologie, tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose de passionnant quand même. Voilà, et puis le fait de donner un nom commun aussi quelque part anodin, ça participe à rendre même le concept d'une certaine manière beaucoup plus quotidien, tu vois, quelque chose que nous connaîtrions déjà. C'est une manière de nous rapprocher, de nous familiariser, de nous dire voilà, quelque part c'est pas si méchant, enfin c'est pas si méchant que ça. C'est quelque part une espèce de manière de nous de dédramatiser. de hein, dédramatiser, les de choses. nous le faire accepter, de nous le faire reconnaître comme si c'était en fait vrai, quoi. Ça existe bel et bien absolument. autour de nous. Ça s'appelle, parce que ça s'appelle un tourniquet, qu'un tourniquet, il y a quelque chose presque de dérisoire dans le nom. Donc C'est je vrai. trouve, Non mais c'est vrai. voilà. Au bout du compte, c'est quand même un film important. je pense qu'il va quand même avoir sa place dans l'histoire du cinéma, dans la filmographie Oui, de toute universelle. façon, en plus, quand on sait que pour la plupart des scènes, voire l'intégralité, je crois, hein, il a fait appel à des effets spéciaux mécaniques en dur. Ah oui, l'avion. L'avion notamment. L'avion sur lequel, oui, parce qu'on ne l'a pas complété notre liste. Rotas. Ah, Rotas, voilà. Rotas. Tu vois, il suffisait de... C'est la marque de l'avion, Ouais, Rotas. ouais, Rotas. C'est marqué en gros, je crois, sur son flanc. Ouais, tout à fait. Et donc, bon, et voilà, donc ça, c'est quand même à mettre à son crédit, c'est-à-dire qu'il pousse la véracité de ce qu'il essaie de faire jusque-là. Et je trouve que ça s'en ressent à l'image. Donc, Oui, alors voilà. après, on peut quand se on pense dire, à tout bon. l'argent que ça a dû débourser pour juste faire exploser un avion, alors que je pense qu'à notre niveau, on peut très bien faire des explosions en effets spéciaux tout aussi Voilà. réalistes. Après, bon... Je me pose quand même légèrement la question sur la légitimité de ce choix-là. Après, les effets numériques, on sait aussi que c'est très coûteux. Hein. C'est pas pour autant plus C'est vrai. économique. Donc Ah bon... à ce moment-là. Ah oui, non, c'est coûteux. Hein. C'est... D'accord, bon, si c'est coûteux. Mais voilà, disons que Globalement, la mise en scène est virtuose, Ah il y a oui, de oui. très beaux cadres, la très musique, belles on n'en a pas images. parlé, mais la musique accompagne bien. Elle est un peu tonitruante parfois. Elle est pas de Hans Zimmer d'ailleurs. Elle est ça, de c'est Ludwig Göransson, qui est islandais. Hein, ouais. islandais. Ouais. c'est ça. Et donc, qui ressemble d'ailleurs un peu dans son style. Enfin, il a un peu. Hans Zimmer, il a essayé de reprendre des textures, des... D'ailleurs, tu as remarqué que parfois la musique, elle est diffusée à l'envers Mais aussi. c'est ça aussi, mais c'est là quand même le brio, c'est-à-dire qu'il pense jusque-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout assimiler en une première vision. C'est pour ça que moi je trouve qu'il faut rester un peu humble. Il y a des choses qui, à mon avis, au bout d'une deuxième et troisième, resteront pour nous des défauts, mais il y a quand même des choses qui vont s'éclaircir et sur lesquelles on va se dire, ah bah quand même, enfin ok, il y a cette précision-là. Et oui, comme tu dis, notamment la scène finale là, de guerre, entre guillemets, où ceux qui sont à l'endroit, eh ben, à ces moments-là, la musique est à l'endroit
Et pour ceux qui sont inversés, bah, la musique est elle aussi Voilà, inversée sur rouge les et plans. bleu. Hein. Voilà, oui, Là oui. aussi, tu as l'équipe rouge avec les brassards rouges, et l'équipe bleue avec les brassards bleus. Jusque-là, c'est quand même. donc bon. D'ailleurs, le clin d'œil aux couleurs ne s'arrête pas là. À un moment donné, pour immobiliser un camion, enfin un Oui. convoi sur une route, il y a plusieurs équipes qui portent toutes des noms de couleurs différents. Ouais. Allez le voir parce que je pense que le grand écran vraiment s'y prête vraiment très très bien. Et Bon, voilà. on déplorera quand même que le son était parfois bizarrement peu, mixé. voilà, Il y a- un peu sous-mixé et les surtout- dialogues. Ouais. Et surtout dans des scènes où on est censé avoir des explications, des révélations. Voilà, donc Alors je ne sais vrai pas si que- c'est voulu pour nous induire davantage en erreur, mais il y avait parfois des dialogues explicatifs que j'avais du mal à déchiffrer à cause de l'ambiance Ouais, c'est sonore. vrai. Donc, Bon voilà, petit bémol là-dessus, mais techniquement c'est à peu près un sans faute. Hein. Et voilà, donc et puis voilà, toujours l'expérience, parce que c'est quand même le genre de film qu'on n'est pas habitué à voir, hein, disons-le clairement. Et vrai avec que- des moyens comme ça, c'est assez impressionnant de se dire que Christopher Nolan est capable de faire des récits aussi complexes mais- avec autant de moyens. Alors bon, certes, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'avec un tel concept, on aurait pu faire hmm, plus mémorable d'une certaine manière. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de l'ambition de base. ouais, Que ouais. tout le concept n'est pas suffisamment bien exploité. Il est très bien exploité, mais il manque En tout cas, quelque chose. en tout cas, L'algorithme si- n'est pas complet. Voilà. Et puis donc, si vous avez des théories à nous soumettre, hein, n'hésitez pas. Hein. Par exemple, pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Ça, je ne sais toujours pas. Par exemple. Donc en attendant, on vous souhaite de bien cogiter sur le film. Hein. On vous souhaite de bien vivre, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Oui, voilà. Je pense que le meilleur mot de la fin qu'on pourrait trouver, Oui. ne serait-ce pas Satorarebo Seneto Merarotas. Satorarebo Seneto Merarotas. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Potasse.